Allez, mesdames et messieurs, vous êtes pile à l'heure, passionnés du sport, il est temps de vous régaler. On va être ensemble jusqu'à 16h55 dans cette marmite sportive. On va la cuisiner et puis on va vous servir quand même avec mes chroniqueurs sportifs qui sont là, très bien aguerris et présents dans ce studio. Ils sont motivés à vous donner des analyses aussi qui vont forcément vous intéresser. Alors on commence cette émission par le championnat guinéen de Ligue 2. Il y a deux clubs qui sont promus pour la saison à venir. Il s'agit bien de cette formation de l'association sportive des forces armées de Guinée. Cette formation qui vient de faire son retour en première division. Et tandis que Carrefour Mouria, le club qui était en deuxième division, est promu pour la saison à venir. Le club de Cancan, désormais la Haute-Guinée, a trois clubs qui le représentent à Ligue 1. Il s'agit bien de la Chantilly Golden Boy de Sigiri, Carrefour Mouria et pourquoi pas le Milo FC de Cancan. Dans un court instant, on va approfondir. C'est pour parler de ces deux formations. On parlera de Wafou A féminine U17. Le Sili national ne prendra pas part à cette compétition parce que déjà cette formation n'est pas accompagnée financièrement. On va revenir de long en large dans cette émission. Troisième numéro, et vers la fin de cette émission, on va parler de l'administration, on va parler du développement sportif pour parler de ce stade, du stade général Lansana Conté de Nongo. Et pourtant, le ministère des Sports nous avait promis que ce stade va être opérationnel le mois de décembre et nous sommes à quelques microns du mois de décembre. Nos chroniqueurs, on est parti voir l'état d'avancement des travaux de ce stade. Alors nous, la question qu'on va se poser dans ce studio, on va en débattre avec nos chroniqueurs. Est-ce que ce stade va être opérationnel d'ici le mois de décembre? Parce qu'on est en train de suivre avec attention l'évolution de ces travaux. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Vous êtes dans la plateforme sportive de Kavi Media chaque jeudi, dès qu'il est 16h, temps universel, c'est du sport. Alors, ils sont toujours là présents. Le représentant des Blagueronnes en Guinée, moi je l'appelle comme ça, hein, le président, bonsoir. Bonsoir Major et bonsoir à tous. Allez, bienvenue, il n'y a pas de souci. Hein. Lui, je pense bien, tu es Blagueronne, hein? Tu es de Barcelone. Hein? Oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas de souci. Moi, je suis parisien, il n'y a pas de souci. Mais j'étais avec vous, compte tenu, il y a beaucoup de supporters. Pour aujourd'hui, ça va. Mais on sera opposé le 1er octobre. Il n'y a pas de souci. On va vous montrer voilà, qu'on est parisien. On va créer la différence. Il n'y a pas de souci. Bonsoir et bonne arrivée. Et bonsoir, Major, et bonsoir à toutes et bonsoir à ceux bien quittés. Michel Mara avec son équipe à la régie qui sont en train de nous accompagner dans cette émission sportive. On commence, comme on vous avait promis, au niveau des sommaires pour parler de deux clubs qui vont rejoindre la première division. La saison à venir, c'est un club déjà qui maîtrise très bien les rouages de la première division. C'est l'association sportive des forces armées de Guinée. Et l'autre, c'est Carrefour Mouria, un club promu, un club qui n'a pas tergiversé en deuxième division. Après la troisième division, deuxième division, rapidement, il se projette en première division. On va commencer pour vous parler d'abord de l'équipe de l'armée guinéenne. Oui, l'ASFAG, je crois que ça n'a que trop duré pour une équipe historique du championnat guinéen d'être dans le ventre mou de la deuxième division. Rappelons, pour peut-être les plus jeunes, c'est une équipe championne de Guinée en 2003, 3 fois vainqueur de la Coupe nationale. Donc c'est une équipe normalement historique de ce championnat et qui a naturellement sa place dans cette première division, mais qui a connu une traversée de désert très longue et qui là revient au haut niveau, ce qui est important et soulageant pour le championnat guinéen, parce que depuis 2 ou 3 saisons, nous assistons à un championnat très disputé, mais l'arrivée d'un ASFAG ne va que contribuer à cette élévation du niveau du championnat. Et moi, je suis très content de les revoir en première division. J'espère que la restructuration qui a commencé depuis quelques saisons maintenant va continuer pour qu'ils puissent avoir un rôle important dans la première division et non seulement de jouer le meilleur. Alors exactement, là je suis d'accord avec toi, hein. On sait que ce club a des très grands prestiges sur le plan sportif militaire, parce qu'on se rappelle, on avait joué quelques compétitions ici à la baie, on était parti en finale, on a joué contre le Maroc, si je ne me trompe pas. Oui. Et voilà, on participait à plusieurs compétitions sur le plan international, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique. Quand on te disait c'est l'ASFAG, en tout cas c'était un gros calibre, c'était l'équipe à battre sur le plan continental et sur le plan international. Mais tout dernièrement, on a vu financièrement l'équipe militaire a rencontré des véritables bémols, et ce qui s'est répercuté sur le niveau de jeu de ce club.
ils sont quand même de retour. Oui, ils sont de retour après 4 ans parce que voilà, ça faisait 4 ans que cette formation ne retrouvait pas l'élite. Ouais. C'est une bonne nouvelle pour tous les amoureux du football. Voilà, c'est pas surprenant. Voilà. Ouais. Et ils sont bâtis parce que voilà, tout récemment, on a vu les clubs guinéens ces derniers temps, ils souffrent de façon financière. On a vu cette formation de séquences qui continue. Voire même cette formation de Gangan qui continue. Voilà, sa descente aux enfers, c'est une bonne nouvelle pour cette formation. Et surtout, voilà, ça va aussi augmenter le niveau de compétitivité parce que de notre championnat, parce qu'on a vu voilà, ces dernières saisons, voilà, c'est les différents champions. Le Horia n'a toujours pas dominé parce que voilà, si vous regardez les 3 dernières années, c'est les 3 champions différents, le Milo, le Hafia et le Horia cette saison. Donc ça prouve à suffisance que notre championnat a évolué. Donc c'est une ressource, c'est un retour qui enthousiasme. Ce sont des surplus hein, parce que tout dernièrement ils étaient en train d'en parler au niveau de la Ligue. Ils voulaient quand même augmenter le nombre de clubs qui allaient venir en première division, mais bon, financièrement, et puis deuxièmement aussi, on n'a pas les installations qu'il faut, parce que regardez, on a même du mal à faire jouer en même temps la première division et la deuxième division. Il n'y a pas de terrain d'entraînement pour les clubs et voilà, et tout ça. Mais si la SFAG revient en première division, c'est aussi important. Oui, absolument. Je crois que, comme je le disais tantôt, c'est un club qui a naturellement sa place dans ce championnat-là. Exactement, et qui doit y demeurer, qui doit être dans cette première division. Rappelons qu'à l'époque, vous l'avez dit, c'est une équipe qui non seulement était performante au niveau local, mais aussi allait au niveau international représenter les forces armées guinéennes dans d'autres compétitions et qui faisait pour la plupart des très bonnes performances parce que après tout l'armée c'est la discipline. C'est la discipline, et ce club renvoyait de la discipline. Ça ne jouait pas le football qu'on aimait. Ce n'est pas la tiki-taka et autres, mais c'était vraiment discipliné, c'était physique et c'était une équipe qui était capable de faire le dos rond quand il le fallait et après se projeter pour faire des résultats parce que c'est un peu ça la marque de fabrique de l'armée. Et c'est l'ASFAG, c'est une marque, c'est des genres de clubs qui existent dans beaucoup de pays africains qui sont très bien structurés, très bien accompagnés et qui reflètent l'image renvoyée par l'armée nationale. Et je trouve que ça n'a que trop duré qu'il soit en deuxième division et nous les souhaitons bon retour et qu'il puisse se pérenniser dans cette première division. Je vous ai tout de suite entendu parler d'une possible réorganisation, en tout cas d'une réouverture de cette Ligue 1. Je ne trouve pas que ça soit bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs. Moi, j'aimerais aujourd'hui voir le Félo en première division, le satellite en première division. Il y a beaucoup de clubs qu'on aimerait voir en première division, mais le fait de restreindre à 14 me semble normal parce que pour les équipes qui sont là, ce sont des équipes qui sont plus ou moins triées au volet, qui ont fait face à beaucoup d'autres, à beaucoup d'adversités et qui sont capables de produire plus ou moins un bon football. Pour moi, ce qui va suivre le championnat, ce n'est pas d'augmenter le nombre de clubs, c'est de renforcer les infrastructures, de revoir l'aspect organisationnel, de revoir l'aspect rémunération de ces joueurs-là, les conditions de travail de ces joueurs-là. Être un peu exigeant sur ces présidents de clubs. Oui, c'est justement ça s'inscrit dans ce cadre. Les infrastructures, la rémunération. Et revoir aussi, il y a un aspect dont on ne parle pas suffisamment, mais les clubs se plaignent beaucoup. Le côté arbitrage. Il y a surtout les clubs de second niveau, ou en tout cas de la seconde partie du tableau, se plaignent énormément d'injustice. Et surtout vers la fin du championnat. Vers la fin du championnat. Les matchs sont vendus, les pieds sont levés. Hein. Donc, je crois que c'est à ces niveaux qu'il y a véritablement du travail. Quand on revoit ces aspects-là, le reste va suivre, pour moi. Là, on est d'accord. Hein, tout le monde est unanime là-dessus vers la fin du championnat guinéen, même si on n'est pas en train de parler de cette situation nonchalante qu'on n'a pas envie de voir dans le championnat. Mais entre guillemets, il faut qu'on arrive à grignoter un peu ces anomalies qui freinent pour que ce championnat soit professionnel, même si on parle de l'ASFAG. Oui, tout à fait, parce que voilà, il faut essayer de régler ce côté problématique parce que on a eu il y a des manques d'infrastructures, surtout voilà. J'avais déjà rappelé vers la fin du championnat, les élèves voilà, je disais les matchs se jouent en façon de 4 minutes parce que voilà, certains disent que les matchs sont triqués parce que voilà, l'équipe qui est déjà promise de rester au niveau de l'élite va
forcément pas donner sa combativité vers la fin. On a vu même en Europe, ce genre de match, ça arrive, des matchs truqués. Donc, il faudra renforcer les côtés infrastructures, sinon ça va pêcher dans le dernier. Alors, comme on est en train de parler de cette très bonne nouvelle pour cette formation qui est de retour en première division, on va mettre un accent particulier. Souvent, des situations qui fatiguent un peu les clubs pour ne pas qu'ils arrivent à se maintenir. Et pourtant, quand on parle de l'ASFAG, on parle de l'armée, on parle de l'État qui est là. Mais regardez aujourd'hui, le sport militaire est en train de nous engranger pas mal de médailles. Quand tu prends dans n'importe quelle catégorie, que ce soit nos judokas, nos boxeurs, ceux qui sont en train de faire taekwondo, en tout cas les sports combat, il y a plus d'hommes en tenue par rapport aux civils. Parce que j'ai constaté, on a vu avec les judokas, il y a beaucoup de personnes, il y a des hommes en tenue, mais malheureusement, ils sont affiliés à l'armée, mais à ce niveau, le sport n'est pas beaucoup financé. Hein. C'est aussi ça, c'est qu'il y a beaucoup fatigué la SFAG. Oui, c'est un peu, on peut dire que c'est un passe-temps pour la plupart de ces gens-là. Exactement. Mais ce que je disais tout de suite, c'est que quand on appartient à l'armée, ça renvoie à l'image d'une certaine discipline. Et dans n'importe quelle activité que vous exercez, si vous êtes discipliné, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous en sortir. Exactement. Ce qui veut dire que dans la plupart des sports dont vous parlez là, il y a des gens qui excellent et qui essayent de rouler vers l'excellence. Donc, ça se justifie ainsi. Mais le ASFAG qu'on a connu dans les années antérieures n'est plus le même, parce que le financement n'est plus le même, le suivi non plus, etc. etc. À l'époque, quand le ASFAG voyageait, quand tu voyais le bus, tu voyais les joueurs, tu sentais que oui, ils sont dans des conditions particulières. Bien. Je me souviens quand l'ASFAG venait au stade de l'Abbé à l'époque, qui était tout neuf, tu croyais même que tu avais affaire à l'équipe nationale, tellement qu'ils étaient nantis, on pouvait le dire comme ça. Mais ils ramenaient aussi des résultats, parce que le football, c'est aussi les moyens. Quand vous mettez les moyens à la disposition d'une équipe, si elle est disciplinée, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas avoir des résultats. Bon retour à ce ASFAG-là, et espérons que les financements, la rigueur et la discipline vont suivre. Et si la SFAG avait son propre terrain, ses propres installations, et attirer l'attention des hommes en tenue de partir supporter leur équipe, mais tout en respectant les disciplines. Voilà, les lois de football, c'est pas parce qu'on est en tenue et on va pas respecter les décisions de l'arbitre. En tout cas, on a hâte de voir l'image de cette formation auparavant, comment a été l'ASFAG. On a envie de voir l'image de l'armée guinéenne qui va être très bien représentée. Oui, bien sûr, c'est une équipe nouvelle parce que voilà, Gamba vient de le rappeler. L'ASFAG qu'on connaissait avant dans les années antérieures, ce n'est plus la même formation. Ce n'est plus encore le même aspect financier parce que voilà, c'est pas le même président de club. Donc, c'est vrai, actuellement, le football est devenu mondialisation, donc on ne va pas dire que comme c'est une équipe qui représente l'armée, forcément qu'il va essayer de créer le désordre, parce qu'on sait déjà au niveau de l'armée, c'est l'ordre et la discipline. Cette formation, moi je pense que voilà, l'objectif de cette saison, c'est essayer de maintenir encore, de ne pas... et pourquoi ne pas partir sur les compétitions africaines? Moi je pense que c'est l'armée qui est là. C'est l'armée, oui, mais ça peut-être c'est l'aspect financier qui va déterminer, parce que voilà, c'est une formation... Mais normalement, ça ne doit pas y arriver. Donc nous, on attire quand même l'attention du gouvernement guinéen de penser à l'ASFAG qui représente franchement l'armée guinéenne. Ça va être franchement des choses qui seront appréciées par tout le monde, et c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. Bien sûr, parce qu'on a vu, voilà, vous venez de le rappeler, cette formation à travers le sport de combat, voilà, c'est à travers cette formation qu'on remporte beaucoup de trophées. On a vu avec le judo, on a vu beaucoup de disciplines, on arrive à remporter des médailles. Donc. Et même l'entraîneur de l'équipe de judo, Samba Diallo, champion de Guinée, voilà, et tout ça, entre autres. Donc c'est une sorte de récompenser cette formation. Moi, je pense que l'objectif de cette saison, voilà, on ne va pas s'enflammer, donc c'est de se mettre derrière, essayer de se stabiliser à Ligue 1, parce que voilà, discuter les places à, disons, les compétitions européennes, ça va être compliqué, parce que voilà, c'est une formation qui est nouvelle avec de nouvelles ambitions, mais je pense que voilà, c'est une bonne nouvelle et bon retour au niveau de l'élite. Alors, compte tenu de leurs prestations, parce qu'on a constaté beaucoup de choses et dans les championnats, c'est pas seulement en Guinée. Un club promu, souvent, on arrive à changer la majeure partie des joueurs. Il y aura beaucoup de départs. Un entraîneur peut-être va venir avec ses joueurs, ou bien on maintient l'entraîneur. En tout cas, ils vont se dire de renforcer l'effectif, partir prendre des joueurs par-ci et par-là,
pour venir mettre une équipe en place alors que déjà, il y avait une équipe qui était en place, une question d'adaptation, une question de cohésion, d'entente au niveau des vestiaires. Et au début, ça va leur chambouler. Oui, peut-être, mais c'est compréhensible que quand une équipe change de niveau, qu'elle veuille changer quelques joueurs. Mais maintenir les joueurs clés. Oui. Voilà. Ça, c'est, l'idéal, ce serait de maintenir les joueurs clés. Avec les systèmes de jeu de chaque entraîneur se repose sur certains joueurs cadres. Et de renforcer les postes où il y a des manques. Bien. Vous savez, quand on est en deuxième division, il y a un football qui est beaucoup plus, en tout cas naturellement dans pratiquement tous les championnats, les deuxièmes divisions sont beaucoup plus rudes en termes de combat. Exactement. Mais les premières divisions sont beaucoup plus techniques et tactiques. C'est de la maturité. Donc quand vous montez en première division, vous adaptez votre effectif en fonction de ça, surtout si vous voulez avoir un rôle conséquent dans ce championnat-là. Donc aujourd'hui, quand une équipe monte en première division, elle ne doit plus penser à se battre contre Espoir, contre Santoba, etc. Elle pense maintenant à se battre contre le Afia, contre le Orea, contre le Milo. Et pour cela, quels sont les joueurs à appeler? Exactement. Mais là, à ce niveau, il faut renforcer les secteurs qui n'ont pas donné satisfaction. Oui, absolument. C'est de renforcer ces secteurs-là et en même temps voir s'il y a des joueurs qui sont capables d'amener plus de qualité. Exactement. Parce qu'il ne s'agit pas aussi de recruter seulement, mais de prendre des joueurs qui sont capables d'amener une plus-value dans l'équipe et ne pas acheter n'importe comment comme ce que d'autres clubs font. Mais parfois aussi, il y a des réussites. Si on prend, c'est un peu plus éloigné, mais le Sundernal de cette année en Première Ligue a fait des achats, on peut dire, parfois en fermant les yeux, mais pour le moment, ils ne sont pas mis en échec, en tout cas pas totalement. Et parfois, ça fonctionne, mais il doit y avoir une réflexion derrière en fonction des besoins, pas seulement acheter. Si c'est très bien recruté, c'est pas, si on ne parle pas d'histoire de relations, voilà, et entre autres, voilà, mais si on recrute très bien, je pense bien, forcément, ça va donner. Vous avez signalé un aspect extrêmement important. Il ne faut pas recruter pour recruter. Il ne faut pas recruter un joueur parce que déjà, il y a des antécédents qui sont entre vous. Alors, il n'y a pas de souci. Il est 16h passées de 22 minutes sur la pendule numérique de Kavi Média. C'est comme ça se passe chaque jeudi. Dès qu'il est 16h, temps universel dans ce studio, Amadou Major Diallo Bobomani avec Mamadian Dialé pour vous servir dans cette plateforme sportive. On va être ensemble jusqu'à 16h55 minutes. On va fêter nos sommaires avec vous, auditeurs et téléspectateurs. Respect, considération à vous. Vous êtes en train de nous suivre à l'instant T. Nous sommes dans la marmite sportive. Ensemble, on va la cuisiner, en même temps la déguster. Il n'y aura pas d'injustice dans cette émission, ni de propos déplacés, ni d'injures. Alors, on va rester tout le temps en deuxième division, transition en première division. Carfa Mouria qui vient d'atterrir en première division dans un cadre général. Parlons d'abord du football à la base qui se trouve à Cancan. Ils ont déjà 3 clubs qui vont jouer en première division en Haute-Guinée. On sait que le football à la base est très bien organisé. En tout cas, il y a le tournoi vacancier, il y a des tournois interquartiers. On est en train de voir ces clubs de la Haute-Guinée assiéger la première division. Mais bien sûr, l'émergence du football du côté de la Haute-Guinée, parce qu'on a vu le Mino avec Chonsac l'année dernière, ça avait soufflé pas mal de monde. Donc, Carfa Mouria et l'association... La Santi Golden Boy qui est là donc depuis longtemps au niveau de l'élite, donc c'est une sorte de satisfaction. On a vu même docteur le fondateur de l'école Kofi Annan, M. Kaba, voilà, M. Kaba, on a vu sa donation. Il a offert un chèque de 20 millions pour cette formation, pour sa montée en Ligue 1. Donc c'est pour la suffisance que voilà, on essaie de mettre les moyens pour relever ce défi, parce que voilà, il faut mettre en place, valoriser surtout le football à l'intérieur du pays, parce que voilà, si actuellement nous avons des difficultés au niveau de la capitale, parce qu'il y a des espaces à l'intérieur des pays comme à l'AB, si nous mettons en valeur ces stades, forcément le football va avancer, mais ça dépend aussi d'une organisation locale. On est en train de voir qu'à l'intérieur du pays, il y a plus d'organisations au niveau de la base, et on est en train de voir ces derniers temps, ils sont en train de revenir petit à petit. Oui, absolument. Il y a plus d'organisations et il y a aussi plus d'attaches de la part des supporters envers ces clubs-là. Et quand une équipe est bien structurée à l'intérieur du pays, elle bénéficie naturellement du soutien du public qui est attaché en fonction. Carfa Mouria, tous les habitants de Carfa Mouria soutiennent cette équipe, quoi qu'il en soit, peu importe le club face auquel ils jouent. Et par ricochet, tout Cancan sera derrière eux, à part s'ils jouent contre le Milo. Et c'est la même chose pour la saison à venir, on va se régaler. Pour le Félo, etc. Mais il y a une sorte d'émulation qui, pour moi, voilà pourquoi il faut faire la promotion du football à
l'intérieur. Quand un club est performant à l'intérieur, il y a une sorte d'émulation qui arrive. Ah, c'est parce que vous êtes de l'intérieur. Oui, qui crée un certain environnement propice pour les affaires et pour tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs dans la capitale, mais il n'y a pas d'attache. C'est-à-dire, tu ne te dis pas aujourd'hui, moi, je suis dans telle commune. Il y a le Ré avec Matam. Avec Matam, tous les Matamkas ne sont pas forcément supporters du Oroya. Et parfois, il n'y a pas cette émulation véritable qui peut exister quand il s'agit à l'intérieur du pays. Je vais vous donner un exemple. À l'époque, le Felostar était très performant à la baie. Espoir n'était même pas en deuxième division. Mais quand il y avait match entre les deux, tu voyais que d'un côté comme de l'autre, c'était tranché. Il y avait une certaine émulation. La ville vibrait. Chacun était fier d'appartenir à une couleur ou à une autre. C'est ce qui est appréciable quand des clubs, en tout cas pour ce qui est de la Guinée, de l'intérieur du pays, performent. Et c'est gratifiant de voir Carrefour Moria venir parce que depuis la montée du Milo, je crois que les ressortissants de cette sous-préfecture se sont réunis pour mettre les moyens à disposition de l'équipe d'encadrement pour permettre à ce club de monter en première division. Heureusement que ça n'a pas pris du temps. Ils sont en première division. Maintenant, il faudra mettre les moyens aussi en place pour qu'ils puissent se pérenniser en première division. Et surtout, il y a eu beaucoup de promesses. Lorsque le Milo a été champion, toutes les promesses n'ont pas été tenues. Espérons que les promesses qui sont en train d'être tenues pour le FC Carrefour Moria seront tenues très rapidement pour permettre à ce club de se préparer très rapidement au début du championnat. Ça va aussi attirer l'attention des mécènes qui sont ressortissants de Carrefour Moria ou de la Haute-Guinée de venir au secours avec ces clubs. Je pense qu'au niveau de chaque région naturelle, on a des mécènes qui ont les moyens, s'ils pouvaient venir quand même aider ces clubs en matière de financement, parce que le président du club seulement ne peut pas s'en sortir et c'est à lui d'ouvrir maintenant les brèches pour que ces autres arrivent à venir les accompagner financièrement. Mais aujourd'hui en Haute-Guinée, ça commence à aller petit à petit parce que la Chantier Golden Boy de Syrie, ils ont déjà leur propre terrain. Et déjà, Milo de Cancan, ils ont leur propre terrain. Ils ont abrité 2 fois le tournoi West Africa Champions Cup. Et c'est de l'émulation qu'on est en train de voir. Oui, c'est de l'émulation. C'est une sorte de satisfaction parce que voilà, le football à l'intérieur du pays commence à vraiment donner une grande satisfaction parce que voilà, du côté de Cancan, il y a des médecins qui apportent leur soutien. Je le disais tantôt, il y a déjà Dr Ousmane Kaba qui a donner un chèque de 20 millions pour cette formation, pour sa montée. Donc ça, c'est une sorte de récompense. Voilà. Et il ne faudra pas seulement que ça se limite au niveau de la Haute-Guinée, il faut que ça se généralise de façon générale au niveau de l'intérieur des pays parce que voilà, grâce à ces mécènes, parce que voilà, ça va aussi permettre de rayonner le football à la base, surtout le football à l'échelle internationale. Allez, à l'échelle internationale. Maintenant, parlons de l'essentiel, surtout concernant ces 2 formations, c'est le maintien. La saison dernière, on a vu des clubs promus qui nous ont quand même séduits parce que si on arrive à regarder Foot Elite qui nous a impressionné la saison dernière et le club de Cancan RCCK, ces 2 clubs ont mis assez de pression sur les géants, ils se sont maintenus avec honneur. Est-ce que ces 2 formations auront encore les mêmes potentialités de faire comme ces 2 clubs? Oui, c'est justement cela. Le championnat guinéen commence à se corser en termes de niveau. Et pour les équipes qui viennent de la 2e division, il faut très rapidement se mettre à niveau de ces équipes-là pour espérer se maintenir. L'année dernière, on a connu naturellement quelques équipes. Le RCCK d'ailleurs qui a fait 1 ou 2 journées en tête du championnat, ce qui était inédit pour le championnat de la première division. Exactement. Mais le ASFAG, si... les mêmes principes de jeu, la même discipline est maintenue et peut-être que quelques financements suivaient. Et il pourrait y avoir, en tout cas, il pouvait s'installer dans la durée en première division. Mais pour ce qui est de Carrefour Moria, j'ai envie d'en savoir plus et de connaître comment est organisé le club pour me prononcer. Il y a beaucoup de non-dits. Moi, personnellement, j'ai commencé à entendre parler du club, en tout cas de façon insistante, depuis la saison dernière, depuis que le Milo a été champion. Il y a eu les ressortissants de Carrefour Moria qui eux aussi se sont retrouvés pour permettre à ce club de monter. Espérons que cet élan de solidarité va continuer pour permettre au club de se maintenir au haut niveau, mais j'ai envie d'en savoir plus. Allez, quand même, c'est une question fondamentale et on est quand même dans un climat... Voilà, on attend de voir. On est en suspense comment ce club va se comporter en première division. Et on va faire quelques études comparatives compte tenu des clubs promus.
de la saison dernière et ces clubs, est-ce qu'ils vont essayer de faire la même chose? Parce que Jean l'a retiré, hein, je suis parfaitement d'accord avec lui, il a parfaitement raison. Les clubs promus en Guinée donnent beaucoup de satisfaction. Ça dépend du recrutement, ça dépend de l'entraîneur. Oui, ça dépend de l'entraîneur et surtout le mercato, parce que voilà, si on voit cette formation d'ASFAG reproduit les mêmes performances que l'année dernière, je pense que voilà, et cette formation a pour l'objet peut-être, je le vois terminer dans le top 10. Concernant Kalfa Moria, l'objectif principal, c'est d'être en Ligue 1, parce que voilà, remonter cette saison et l'année à venir encore redescendre, ça serait vraiment un véritable coup de massue pour cette formation. Donc c'est vrai, attendons de voir, parce que voilà, il y a des promesses faites, donc on va attendre si les promesses tenues là vont se réaliser, parce que voilà, il y a ce côté mercato qui va forcément beaucoup un grand lot, parce que voilà, la saison va être longue, parce qu'il y a ils vont se frotter au gros. Il y a le Royal, il y a le Afia et surtout encore le Foot Elite, les maintiens de la saison dernière. Bien. Ça va être une bataille rude. Ça va être franchement compliqué et rude pour la saison à venir, surtout en Haute-Guinée. Il y aura quand même des vrais classicos. L'association sportive des forces armées de Guinée est de retour ici à Conakry, c'est aussi important. Et de l'autre côté, on a 3 clubs en Haute-Guinée qui vont jouer la première division la saison à venir. En Haute-Guinée, il y aura du spectacle, il y aura de beaux jeux. Maintenant, on souhaite encore qu'il y ait beaucoup de fair play, parce que cette fois-ci, il commence maintenant à comprendre. Alors, on va rester en Guinée, mais cette fois-ci, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le football féminin qui est tout le temps relégué au second plan. On en parle de longue haleine dans nos différentes émissions. On n'a pas de championnat, on n'a rien à la base concernant le foot féminin et ces filles sont passionnées à pratiquer le sport. Mais malheureusement, il n'y a pas d'accompagnement envers l'État. Et cette fois-ci, il y a des preuves qui sont là, visibles et tangibles dans cette compétition qu'on appelle WAFU-A. L'équipe féminine des U17 de la Guinée ne participera pas à cette compétition. L'équipe guinéenne est absente au Libéria par manque d'assistance. Là, financièrement, la compétition a déjà débuté et le Sili féminin U17 a l'oubliette. En tout cas, c'est des éternels récompensements. Comment dire ça? Récompensements, je peux le dire ainsi, parce qu'on a tellement en parlé sur le foot féminin qui est négligé, qui est à l'oubliette. Mais ces filles ont la volonté de pratiquer le sport. Pas de championnat. Et quand on est champion de Guinée, on n'est pas éligible en Ligue des Champions. Et dans cette compétition, on ne prendra pas part. C'est ici tout près, au Libéria, c'est pas loin. La Guinée est absente. Oui, c'est malheureux de constater que pour une énième fois, cette catégorie ne va pas participer à une compétition à laquelle ils se sont logiquement qualifiés. Ouais. C'est malheureux et vous avez parlé de passion. Les filles qui pratiquent le sport de façon générale en Guinée le font par passion. Ce n'est pas parce qu'elles sont entretenues comme il faut, ce n'est pas parce qu'elles sont suivies, ce n'est pas parce qu'elles sont reconnues comme il faut. C'est vrai qu'on a tendance à rire quand elles encaissent beaucoup de buts à l'extérieur, parce que ça nous fait mal en même temps, mais il faut dire que les conditions qui les entourent par rapport à la préparation de ces compétitions, par rapport à la pratique de ce qui les passionne, n'est pas à la hauteur, n'est pas optimale, et malheureusement ça se répercute quand ils affrontent d'autres équipes, et là c'est regrettable de voir que une équipe nationale ne soit pas capable de participer à une compétition sous-régionale par faute de moyens. Par faute de moyens, c'est inexplicable, c'est scandaleux, alors qu'on est capable de prendre de l'argent et de mettre dans des futilités, parfois, qui ne servent à rien, et on laisse des jeunes filles de profiter de leur passion et de peut-être vendre l'image de la Guinée au-delà des frontières. C'est regrettable, c'est regrettable. C'est pas loin, c'est au Libéria ici. Même à travers des bus. Même peut-être avec un bus très bien climatisé. Voilà. Ça ne demande pas une montagne. C'est juste de la volonté. Chercher des taxis ici. Ça demande juste de la volonté, et la volonté manque pour assez ces jeunes filles-là. Et elles vont encore une fois rater l'occasion de jouer de leur passion. Et pourtant, avec les filles, il y a déjà leur ligue, il y a leur fédération. On se demande, ces responsables de cette ligue ou bien de cette fédération, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il y a une dame qui gère, mais on ne sait pas. Il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de championnat, il n'y a rien à la base. On voit seulement des équipes. On n'arrive même pas à dénicher ce qui se passe réellement au niveau du foot féminin. Aujourd'hui, ce sont les priorités de la FIFA. Ce sont les priorités aux États-Unis. L'équipe féminine et puis au même titre que les garçons aux États-Unis. Mais en Guinée, franchement, c'est lamentable et c'est regrettable. C'est regrettable. C'est une situation triste parce que ces genres de compétitions permettent aux jeunes filles de se démarquer. On a vu, si nous prenons l'exemple en France, vous prenez cette formation lyonnaise
lyonnaise, même la formation d'FC Barcelone. Donc, mais là-bas, c'est loin. Aujourd'hui, en Sierra Leone, ça commence à pousser. Parce que cette formation sierra leonaise a battu le Sénégal sur le score de 2-1. C'est une réalité parce que voilà, on a vu les filles qui pratiquent cette passion en Guinée, si souvent elles le font du côté de Libéria parce qu'ici il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'accompagnement, disons, concret parce que voilà, c'est une réalité très triste parce que voilà, ces arts de compétition parce que voilà, ça nous permettait aux joueuses là d'honorer l'image du pays et d'apporter de médailles parce que voilà, à chaque participation, il y a des primes de victoire. Donc si voilà, ces joueuses se battent parce qu'il faut rappeler que ces joueuses évolue dans des conditions très compliquées. Alors, il n'y a pas de, disons, conditions réunies pour une bonne adaptation. Donc, c'est une situation vraiment regrettable et on espère que les années à venir, on va essayer de remédier à ce problème. En tout cas, nos footballeurs sont en train de transiter vers le Libéria, vers la Sierra Leone, mais voilà, un peu partout dans la sous-région pour partir au moins s'épanouir, pour partir munir leur talent et puis ces filles arrivent à évoluer parce qu'on sait que combien de fois c'est difficile, c'est caduque pour ces filles avec la famille de pratiquer le football. Souvent, les parents n'aiment pas. On dit que le football, c'est pour les garçons. Mais aujourd'hui, on est en train de voir des nations sur le plan de foot féminin qui sont en train de franchement d'exceller. Alors, on va surfer sur une situation qui est aussi intéressante. Pourquoi ces dirigeants sont là? La Ligue, elle est là. Et il y a de ces personnes qui gèrent l'instance de football féminin. Pourquoi ils sont là réellement? Oui, peut-être que c'est pour avoir, pour profiter des privilèges. C'est justement cela, malheureusement. Vous savez, quand on est sérieux, les privilèges s'accompagnent toujours des obligations. Et malheureusement, chez nous, les obligations sont reléguées pour la plupart au second plan. Exactement, et on profite des privilèges. Monsieur le directeur, monsieur le président de tel, responsable de tel. On préfère s'en contenter au lieu de faire ce qu'on doit faire. Sinon, aujourd'hui, cette situation devrait interpeller toutes les personnes censées faire quelque chose pour que une telle situation ne se pose pas. Exactement. Et vous allez voir pourquoi de telles situations vont continuer. C'est parce que un mois, 2 mois après, on va oublier cela, on va passer à autre chose. Il n'y aura pas d'enquête, on ne va pas vérifier qui n'a pas fait ce qu'il devait faire pour que ces jeunes filles participent à cette compétition. Exactement. Et on va rester là et tout le monde va oublier, on va passer à autre chose. On va continuer avec le CILI. Si une telle situation se produit, à chaque fois qu'une telle situation se produisait, il y avait des enquêtes et on situait des responsabilités et on sanctionnait ceux qui étaient censés faire quelque chose pour ne pas que cela arrive. Je peux vous assurer que ça ne serait pas arrivé. Il n'y aura pas de sanction parce que c'est toute une chaîne qui est là. Tu vas voir déjà ces dirigeants qui ont ses propres communicants qui vont essayer de leur défendre sur les réseaux sociaux ou bien à travers des sites ou bien même à la tête, même à la base, à la source même, tu verras, c'est toute une chaîne. Chacun va prendre des pots de vent et puis ils vont rester là-bas. Quand tu parles, on va t'enlever parce que d'autres personnes aiment juste rester en poste pour des privilèges comme tu l'as dit. D'autres veulent être membres statutaires, d'autres veulent juste voyager dans des compétitions qui vont venir parce que tout dernièrement on était au Maroc avec une compétition qu'on appelle futsal. Il y avait une délégation, il y avait une équipe qui était là, mais ces filles voyagent dans des conditions franchement difficiles. On se pose cette question, pourquoi ils sont en train de leur négliger, pourquoi cette différence? Et pourtant on a des filles qui sont talentueuses parce tout dernièrement on a des filles qui ont même désisté de revenir jouer pour la Guinée. Je me rappelle lors d'une compétition, lors de ces éliminatoires, on avait joué contre le Sénégal et même pour leur billet retour, pour allier le Maroc, d'autres pour le Mali, ces filles n'ont pas eu leur billet d'avion. C'était pas encourageant. C'est pas encourageant, c'est lamentable parce que c'est vraiment triste. Vous avez déjà rappelé, voilà, ces personnes-là sont nommées, elles profitent de l'intérêt personnel par rapport à l'intérêt supérieur à la nation parce qu'elles sont là-bas, parce que voilà, j'avais déjà parlé, c'est toute une chaîne, donc ils sont là-bas par catimini. Donc quand vous essayez de dénoncer, vous n'êtes pas d'accord, voilà, on crée un complot autour de vous pour vous enlever, vous enlever là-bas. C'est une situation compliquée parce qu'actuellement le football féminin est devenu vraiment une arme parce que c'est un moyen aussi de valoriser, de valoriser aussi le football féminin parce qu'on a vu. Regardez le côté du Maroc. Actuellement le Maroc, c'est pas seulement le côté masculin, le côté football féminin. Le Maroc, c'est toutes les catégories, toutes les catégories, sur le plan national, sur le plan international, les clubs entre autres, parce que tout dernièrement, ils avaient tenu une réunion technique pour relancer le football féminin et pour relancer le football dans un cadre général. Ils ont mis le paquet, ils ont un projet très bien ficelé en matière d'infrastructure, en matière de renforcement de capacité. Donc ils n'évoluent pas dans l'improvisation. C'est pour cela, souvent Jean l'a rappelé, nos clubs sont humiliés sur le plan international. C'est pas de leur faute, c'est à la base, il n'y a rien. Il n'y a rien, on ne peut pas les en vouloir parce que voilà, c'est la base. Donc
Gang vient de rappeler, parce que voilà, on peut pas dire on peut faire tous les objectifs en une année, mais on peut se fixer des objectifs. Cette saison, on va faire telle chose. La saison en vient encore, on continue, mais s'il n'y a pas de suivi, donc il y a des budgets qui sont alloués à ces différentes fédérations. On sort l'argent, et après, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'enquête. Maintenant, on se retourne au niveau de l'équipe nationale Sili. Et quand il y a des couacs encore, donc c'est très compliqué. Donc ils sont là-bas. Si vous ne pouviez pas exécuter les tâches qu'ils ont confiées, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, nous, c'est le Sili A qui nous intéresse, parce que là quand même, avec le Sili A, on peut profiter un peu avec des primes, des voyages et tout ça. On attend des subventions. Personne ne pense à la nation quand on arrive à remplir ses poches, et puis voilà, on s'en fiche. Et on est en train de voir le football franchement dégringoler. Mais il faut quand même respecter et saluer l'effort de ces présidents de clubs en Guinée, parce que déjà AS Bolonta avec Sega Diallo, qui est le président du club, qui est en train de se battre financièrement, et l'AS Kaloum aussi a l'équipe féminine aussi, Foot Elite avec Fodi Mansaré, les filles, il y a aussi Club Olympique de Ratouma. Il y a pas mal de clubs, il y a de ces personnes qui sont en train de se débrouiller pour acheter quelques équipements pour ces filles. Vous savez, dans toutes choses, il y a des avant-gardistes. Exactement. Il y a des gens qui voient qu'il y a une opportunité quelque part et qu'il faut en profiter. Au début, ça peut être difficile, mais quelques années après, ça peut être payant. Vous avez tout de suite dit que nos parents n'aiment pas voir les jeunes filles jouer au football. Vous savez quoi? Parce que ça ne nourrit pas son pratiquant. Voilà. C'est ce qu'on disait au début, avant que le football ne soit ce qu'il est aujourd'hui. Nos parents acceptaient même pas que les jeunes garçons pratiquent le football. Mais à partir du moment où on s'est rendu compte que ça nourrit son nom, mais ça peut sortir même un pays de la pauvreté. Tout le monde a commencé à demander à son enfant à aller jouer au football. Et c'est ce qui va arriver avec les jeunes filles. Ce qui va arriver parce que vous vous rendez compte de ce qui se passe du côté de l'Espagne, de la France et autre chose. En Afrique, du côté du Maroc, du côté du Nigeria, du côté du Cameroun, des jeunes femmes mariées qui ont des enfants et qui continuent à être performantes. En tout cas, tu vas dire ça. Vous comprenez, il y avait des idées reçues dans ce sens. Il y avait des idées reçues. On se disait qu'une femme qui pratique le football ne pouvait pas avoir un foyer, tout ce qui s'ensuit. Tout cela est en train d'être plus ou moins balayé. Et dans quelques années, vous allez voir les clubs dont vous avez cité, les présidents de clubs qui sont en train aujourd'hui de se sacrifier en quelque sorte pour valoriser ce secteur du football, vont être les précurseurs du football féminin, parce que dans les années à venir, ce serait le domaine dans lequel il faudra se baser pour valoriser son organisation sportive. Et c'est ce qui va arriver. Ils sont à encourager. En ce moment, ça ne paye pas suffisamment. Mais si notre fédération était suffisamment conséquente, elle savait manager cela, la FIFA oriente plus de la moitié de ses fonds en ce moment dans le développement du football féminin. Si on s'était accentué sur ce secteur-là, au moins, on aurait pu développer cela. Parce que du côté des hommes, on a fait beaucoup d'efforts, et même si ce ne sont pas des efforts très bien coordonnés, mais on a fait quelques efforts. Et ça aurait peut-être pu nous permettre de sortir peut-être de l'ornière et nous permettre de ne pas à chaque fois prendre des 17 et des 15 quand on affronte d'autres pays. Des salaires impayés, il n'y a pas de prime de match. Parce que moi, une fois... Vous parlez de salaire. Pour avoir un salaire, il faut avoir un contrat. Pas de salaire, c'est des primes que les joueurs ont en Guinée. Moi, une fois sur le pont de Madina, je me rappelle, j'étais à l'université, j'ai rencontré une fille, je dis à ma fille, mais où tu pars? Elle me dit carrément qu'elle part au stade pour jouer un match, une compétition. Au compte du Sili national. Au compte du Sili, des éliminatoires, qu'elle cherche le transport retour. C'était franchement désolant. C'était quand même grave. Voilà, il est 16h passé, 2:43 minutes dans cette émission sportive de Kavi Media World Sport chaque jeudi dès qu'il est 16h, temps universel. Le début, on a parlé de ces deux clubs qui ont retrouvé l'élite du football guinéen, du championnat guinéen en première division. L'ASFA qui fait son retour, et le club de Carfomouria qui est promu pour la première division. Et à l'instant T, on est en train de parler du foot féminin. Wafou A et féminine U17, le Sili, l'équipe U17 de la Guinée ne prendra pas part à cette compétition qui se déroule actuellement au Libéria. 16h44 minutes, on va aborder notre dossier quand même très très brûlant, un dossier qui nous inquiète, un dossier qu'on est en train de suivre de près, un dossier qui inquiète tout bon Guinéen, un dossier qui est en train d'affecter négativement l'équipe nationale guinéenne. On va parler de nos infrastructures sportives, mais cet après-midi, on met un accent particulier. On se focalise sur le stade général Lansana Conté de Nongo. Selon le ministère des Sports, ce stade va être opérationnel le mois de décembre. Et
Aujourd'hui, c'est le combien? Vous me rappelez la date? Nous sommes le 18. Le 18 septembre, bientôt le mois de décembre. Est-ce que selon vous, vous avez vu l'évolution de ces travaux? Et on connaît aujourd'hui les recommandations, les critères de la CAF et de la FIFA pour qu'un stade soit homologué avec l'état d'avancement des travaux. On parle des latrines. On parle, comment dirais-je, des parkings franchement dignes de nom. On parle des vestiaires, on va les déplacer de l'autre côté. On parle de la turbine de presse, on parle de la pelouse. Et on attend d'abord, lorsqu'on va finaliser ce stade, les experts de la CAF et de la FIFA vont venir faire leur inspection, voir est-ce que ce stade est franchement homologable, est-ce que c'est possible qu'on homologue ces stades. Après, qu'on va nous dire, le stade est opérationnel pour le signe national de Guinée, sans langue de bois, sans tergiverser. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de langue de bois aujourd'hui. Pendant qu'on est en train de rénover un stade, tout un pays est en train de rénover un stade. Il y a des pays qui ont construit des stades dans cet espace-là, et des stades qui ont entre-temps été homologués et qui sont capables de recevoir des compétitions. Vite même, ils ont très rapide, c'est-à-dire on ne prend pas des années pour rénover un stade. Là, je parle de construction. Et nous, on parle de rénovation, on est là depuis quelques années dans cette rénovation. Et malheureusement... Et c'est la Guinée qui devrait organiser la CAN 2025. Oui, ce qui veut dire que... Voilà, on a topé ce qui veut dire que la CAF n'a pas eu tort de nous retirer ça très rapidement, surtout, parce qu'ils ont compris très rapidement qu'on était très loin d'être dans un processus de construction de stade capable de recevoir une compétition de cette envergure. Mais écoutez, pour ce qui est de ce stade, ceux qui sont censés rénover le stade, ceux qui ont négocié les marchés, ceux qui sont en train de travailler là-dessus. C'est le ministre BA qui avait négocié ce marché. S'il y avait un véritable sérieux, je ne vous mens pas, dans quelques années, beaucoup d'entre eux se retrouveront derrière les barreaux. On a commencé les travaux. Quelques mois après. À l'ancien ministre des Sports. Et à l'équipe qui est venue. Voilà. Oui, c'est une suite logique. Mais attention. On a commencé les travaux. L'équipe qui est venue. On a commencé les travaux. On a commencé les travaux au Dando-Béa. Allez-y, bien. Ça s'est arrêté. Bien. Et l'équipe, en tout cas le nouveau ministre qui est venu, il y a eu d'autres travaux qui ont recommencé aussi. Pour parler de Bogola. De Bogola, naturellement. D'autres travaux qui ont recommencé, pratiquement à zéro. Et depuis maintenant, on est à plus d'une année. On est là-dessus. Et le résultat que je vois là, on sera au-delà de décembre. On sera au-delà de décembre. Et ce qui est malheureux, ce stade est à un endroit quelque peu risqué. Quelques spécialistes, quelques géologues avaient signalé cela il y a quelques années par rapport à certaines parties du bâtiment qui commençaient à se fissurer. Exactement. Et j'aurais aimé, par exemple, qu'il y ait une étude approfondie pour savoir est-ce que ça c'est vérifié ou si c'est vrai, ça va prendre combien de temps pour qu'un bâtiment puisse vivre ici, etc. etc. Et aujourd'hui, à date, je n'ai pas, en tout cas, je n'ai pas connaissance qu'une telle étude a été menée sur ces sites-là et on est en train de rénover. Et rien ne nous dit que dans 5 ans, 10 ans, ce stade sera capable aujourd'hui d'accueillir d'autres spectateurs. Il y a eu beaucoup, il y a eu tellement de gaffes autour de ce stade depuis sa construction. Depuis sa construction. Et depuis. Certainement, ils ont fait savoir que le stade là a été homologué. Oui. Et il y a eu même des confrères qui ont soutenu ce faux projet. C'est lamentable depuis le début. Exactement. Après, il a été mis dans l'escarcelle du président du Oroya à un moment. Et après, l'État a repris. Bien. Et aujourd'hui, on est à ce niveau. Oui. Et c'est lamentable et je peux vous dire que je peux vous assurer, à moins que le stade du 28 septembre puisse répondre très rapidement aux exigences, nos joueurs vont passer encore beaucoup de temps à jouer les matchs à l'extérieur. Il a quand même signalé des passages qui sont extrêmement importants. Il est un peu revenu en arrière. Il a parlé de l'ancien ministre des Sports Béa Diallo qui a ficelé ce contrat parce qu'en ce moment on préparait pour organiser la CAN et tout ça avec une entreprise éthiopienne qui est censée de revoir nos vestiaires et d'autres entreprises pour la pelouse. Et il a parlé des problèmes de justice et tout ça. Il a pris un exemple palpable. Il y a de ces pays qui ont construit beaucoup de stades en un laps de temps
Et selon lui, bientôt au mois de décembre, ce stade ne va pas être, le délai ne va pas être respecté. Bien sûr, le délai ne va pas être respecté parce qu'on ne va pas se mentir, parce qu'il y a déjà le stade du 27 septembre qui est en reconstruction. Donc, suivre les mêmes travaux en même temps, je ne pense pas, parce qu'il a complètement raison. Mais ce n'est pas les mêmes entreprises. Oui. Là-bas, c'est autre chose. C'est le KPC. Le stade là, ce ne sera pas après moi. Mais c'est quand même c'est coordonné par le ministère des Sports. C'est coordonné parce que voilà, Yann vient de le rappeler, parce que l'ancien ministre qui était là-bas, si c'était dans les autres pays, parce qu'il y a un délai à respecter. Oui. Donc si vous convenez au partir du mois de décembre que tous les travaux vont finir, parce que voilà, il faut rappeler que le stade là aussi, il se situe dans une zone où il y a forcément des fissures, même des habitants qui sont proches du stade, des fois sont témoins de ça. Donc pour moi, c'est une situation lamentable. Et nous qui disaient nous étions prêts pour organiser la CAN 2025, donc la CAF a eu raison de nous retirer l'organisation. Et pour terminer, regardez, le Maroc, qui va organiser cette CAN en 2025 a déjà un nouveau stade, un stade flambant neuf. Donc c'est vraiment regrettable. Le problème dans notre pays, il n'y a pas cette volonté, il n'y a pas de volonté sportive, on ne va pas se mentir, parce que sinon, depuis 1958 jusqu'à nos jours, on n'a pas un stade homologué qui est capable de... Mais attention, ils ont dit le mois de décembre, attendons le mois de décembre quand même, les travaux, ils accélèrent les travaux. Lorsqu'ils disaient au mois de mars, je vous voyais optimiste à l'époque, à la fin de l'année dernière, ils disaient que nous allons jouer nos matchs au mois de mars. Mais cette fois-ci, la manière dont qu'ils ont dit quand même d'espoir. Oui, la manière dont ils ont dit, moi ça me rassure que le mois de décembre, qu'on va le stade quand même, ils vont en voyant l'état d'avancement là, et en sachant qu'il faut un temps entre la fin des travaux, la visite de la CAF et le rendement de la décision. Ça prend du temps, il y a des délais à respecter. Et si le stade doit être pour décembre, les travaux devraient finir au moins en octobre par exemple. Non, au moins ils nous ont rassuré qu'ils vont achever les travaux le mois de décembre. Maintenant c'est à l'acte de faire. Voilà, c'est pour le calendrier de venir. Pour revenir dans un stade, les délais sont c'est connu, la CAF doit venir inspecter. La CAF a un temps imparti pour évaluer travaux de finition à revoir, tout ce qu'ils ont vu avant une quelconque décision, parce que ce ne sont pas des décisions à prendre à la légère. Quand on dit qu'un pays n'a pas un stade homologué, par contre, ces équipes nationales devront jouer à l'extérieur. C'est des grosses décisions et il y a une véritable action, une étude qui est menée à la base avant de rendre une telle décision. Aujourd'hui, moi, je vois mal au vu de l'avancement des travaux à cet instant qu'on puisse rendre ce stade avant le mois de décembre. Maintenant, on va espérer peut-être que le stade du 28 septembre ait un meilleur avancement et qu'on puisse naturellement jouer très rapidement nos matchs à domicile. Et c'est regrettable de voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs, énormément de joueurs de l'équipe nationale qui n'ont jamais joué un match à domicile. Bien, alors, laisse-moi rappeler le réalisateur, il est 16h52, on doit rendre l'antenne à 55. Voilà, c'est 55. Hein. Alors, il faut que je le rappelle, il n'y a pas de souci, c'est un supporter de l'équipe nationale guinéenne, il est un peu frustré. Alors, là, je suis d'accord quand même avec lui, il y a plusieurs aspects qui entrent en vigueur pour que ce stade soit homologué, en même temps opérationnel. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec la décision du ministère des Sports, ça ne vous rassure pas? Moi, ça ne me rassure pas, peut-être le stade du 28 septembre, parce qu'on peut espérer, mais stade de Nongo, je ne pense pas que ce stade pourrait être opérationnel parce qu'il y a un temps. Donc, si les travaux se terminent au mois d'octobre, donc il y a un temps pour la CAF de venir inspecter le stade. Et... Non, ça dépend de la CAF. Et s'ils arrivent à rendre le stade le mois de décembre, c'est qui est essentiel pour nous. C'est ce qui nous intéresse de plus. Moi, j'en suis sûr. Si rendre en décembre et qu'on ne puisse pas jouer en décembre, quelle est l'importance? Non, aujourd'hui, d'abord, c'est un grand pas. Ils ont respecté les délais d'exécution. En fait, tu te souviens de la dernière fois où la CAF était venue inspecter et il se disait qu'à l'époque ils avaient fini et que la CAF allait homologuer le stade. Qu'est-ce qui te dit qu'après les travaux, cette fois-ci encore, la CAF viendra nous dire que la loge de la presse n'est pas prête, la CAF viendra nous dire que l'espace de stationnement n'est pas suffisamment grand. Il ne faut pas mélanger les choses. Le ministre des Sports ne nous a pas promis que le mois de décembre, le stade va être homologué, le CILI va commencer le jeu. Il nous a juste promis que l'entreprise va achever les travaux de rénovation le mois de décembre. En fait, l'entreprise peut finir ce qu'elle considère être des
des travaux. Le mois de décembre. Là, et que la CAF vient nous dire que ce que vous considérez comme étant fini, là, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas dans les normes de la CAF. Et c'est ce qui est arrivé précédemment. Et c'est ce qu'il faut éviter maintenant. Bien. Là, voilà pourquoi il faut rendre le stade avant décembre. Il faut faire la part des choses. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le mois de décembre, l'entreprise va achever ces travaux de rénovation? Moi, je suis dubitatif. Je ne suis pas certain. Vous êtes d'accord? Oui. Je suis dubitatif, je ne crois pas. Alors, il n'y a pas de souci. Hein. Le temps n'est pas galant. On respecte l'heure. Il est 16h passées de 54 minutes. Une minute nous sépare de la fin de cette émission. Vous étiez nombreux à nous suivre dans cette plateforme sportive chaque jeudi. Dès qu'il est 16h, temps universel, respect, considération à vous qui avez l'opportunité de nous suivre ensemble. On a fêté les sommaires ensemble. On ne va pas se quitter sans se dire au revoir, même si le temps n'est pas galant. Oui, absolument. Parce que là, on n'a pas eu 55 minutes. Oui, on n'en a pas eu, on va aller très rapidement. Il y a Souaib qui a fait un clin d'œil aux équipes promis et qui a rappelé que les présidents devraient payer les joueurs pour qu'ils puissent être performants. Donc c'est un plaisir. Allez, merci. Merci, ça a été un plaisir. Allez, mesdames et messieurs, il me reste que de vous dire au revoir et bon suite du programme sur les antennes de Kavi. Au revoir et merci à tous.